OK, donc, avec le débit sanguin local, le débit cardiaque, pardon, qui pouvait affecter le débit local. L'autre facteur qui peut affecter le débit local, c'est la pression sanguine. Première des choses, pression sanguine, évidemment, c'est un paramètre extrêmement important pour vous. Hein. C'est comme la température, pression sanguine, c'est un élément que vous allez mesurer constamment, évidemment, chez vos patients. Donc, c'est un indicateur de la santé générale qu'on mesure souvent. Et plusieurs définitions scientifiques, mais la façon très simple de définir la pression sanguine, c'est tout simplement la force du sang contre la paroi des vaisseaux. Okay? L'ensemble de cette pression, cette force qui est exercée sur les parois, bien évidemment, c'est ça la pression sanguine. Donc, une pression très forte, ça pousse plus fort ces parois des vaisseaux, puis une pression faible pousse un peu moins fort. Pour que le sang circule, et c'est ça qui est important de comprendre, parce que souvent vous pensez que la seule force du cœur, et le cœur est tellement fort qu'il peut pousser le sang partout, et c'est faux. Le cœur va se contracter avec une certaine force, il va pouvoir propulser le sang dans les premiers vaisseaux sanguins jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Et ce qui est très, très important, c'est d'avoir un gradient de pression. C'est ce qui va faciliter l'écoulement sanguin à travers l'ensemble du réseau vasculaire. Gradient de concentration, gradient de pression. On utilise souvent ce terme-là, ça veut juste dire différence. Variation, c'est correct, mais une différence. Gradient de pression, ça veut dire une différence de pression sanguine. Autrement dit, si les pressions sont égales, le sang ne se déplace pas. Et ce que je vais vous montrer à la prochaine diapo, c'est une loi qu'on a déjà vue dans d'autres contextes. La pression la plus forte va toujours l'emporter sur la pression la plus faible. Donc, ça va orienter le déplacement sanguin. Si j'ai une pression de 100 mm de mercure, puis ici 50 mm de mercure, le sang va circuler dans ce sens-là. Si j'en ai 500, et 100 ici, bien, le sang va circuler en sens inverse, il va reculer. Donc, on va toujours, c'est pour ça qu'on veut une différence, on veut toujours orienter, exemple, une pression la plus forte, exemple à la sortie du cœur, vers une pression la plus faible vers les veines pour justement permettre le déplacement du sang. Et si les chiffres sont équivalents, puis la pression est égale à deux endroits, exemple l'endroit A et B, j'ai 100 mm de mercure versus 100, le sang ne bouge pas, il reste sur place. Okay? Donc ça prend toujours une différence de pression, pour orienter le déplacement sanguin. Maintenant, cette différence de pression, vous allez la mesurer constamment. On parle de pression systolique et diastolique, très important en soins. Probablement que vous avez déjà étudié ça dans vos cours de soins. Puis si ce n'est pas le cas, bien, peut-être certains étudiants ont pas vu ça encore. Il faut le savoir pour mon cours. Donc, souvent, une pression, il y a un grand chiffre, puis un deuxième plus petit chiffre. Une pression systolique, diastolique, des fois, vous confondez les deux. Si vous vous souvenez de la matière qu'on a vue sur le cœur, systole, ça veut dire contraction. C'est le cœur qui se contracte. Exemple, les ventricules, et quand les ventricules sont relâchés, arrêtent relâchés, on va parler de diastole, donc on parle de repos. Puis là, vous inversez les chiffres souvent. C'est plus pas toute la même. Si vous inversez les chiffres, vous inversez votre pression systolique, diastolique. Pour vous, c'est une petite erreur. Ben, c'est pas grave, là. Mais c'est parce que c'est complètement autre chose. Si vous avez une pression diastolique de 120, c'est pas la même chose qu'une pression systolique de 120. Donc, évidemment, quand le cœur se contracte, on s'attend qu'il y ait plus de force, donc la pression est plus élevée. Fait que généralement, le chiffre le plus élevé, c'est la pression systolique, et la diastolique, c'est quand le cœur est relâché. Et une image que j'aime bien, c'est exemple l'artère qui est ici, qui est au repos. On voit la paroi ici. Mais la pression systolique va étirer la paroi parce que le sang va circuler avec plus de force, il s'accumule, donc ça va faire une pression sur ces parois. Et pour s'adapter, la paroi élastique de l'artère ici va s'étirer. Et quand vous mesurez la pression systolique, exemple une pression idéale de 120 sur 80, ça c'est comme la pression optimale, mais ça veut dire qu'il y a à peu près 120 de pression ici qui va étirer la paroi. Et ensuite, le sang circule. Puis ensuite, pendant la diastole, le cœur est au repos. Donc, il y a moins de sang qui passe, la pression est moins forte. On revient en position initiale. Donc, on n'est plus... l'artère n'est plus étirée. Et c'est pour ça aussi que la pression va être un peu plus faible. Donc, le chiffre le plus petit, le plus faible, correspond à la pression quand le cœur est relax, quand il est relâché, donc la diastole. On parlait de différence, donc gradient de pression. Ça va. Et c'est surtout l'idée de la pression différentielle qui m'intéresse. Ça, c'est un indicateur intéressant que je vais vous présenter à la prochaine diapo.
Cette figure-là n'est pas dans votre manuel, c'est pas important, c'est simplement les chiffres qui m'intéressent qui ne sont pas à apprendre par cœur, évidemment, c'est pour illustrer la gradient de pression. Donc, quand je regarde la circulation sanguine, je pars du côté gauche en rouge ici du cœur, la aorte, où la pression est très élevée, descend dans les artères intermédiaires, exemple les artères, donc les artères, tous les artères qu'on a vues. Les artères élastiques, musculaires, les petites artérioles, les capillaires, les vénules, les moyennes veines, les grosses veines cave, on revient au cœur. Comment ça se fait que le sang circule comme ça, dans le bon sens, avec les flèches en noir? Oui, le cœur contracte avec une certaine force, mais rendu à un certain moment, c'est le gradient de pression qui va orienter la circulation sanguine. Et ce gradient-là, ces chiffres-là sont extrêmement importants en ce sens où on doit s'assurer que le chiffre ici doit toujours être plus fort que la section suivante. Et ça prend juste 1 mm de mercure de différence et le sang va quand même circuler. Fait qu'exemple, à la heurte, j'ai à peu près 110 de pression, ce qui est énorme parce qu'évidemment, je suis près du cœur. Et plus que je vais progresser dans le réseau artériel, bien, la pression va diminuer de plus en plus parce que je m'éloigne du cœur. C'est toujours le fameux exemple de la balle de baseball que je lance. Plus que vous êtes près du lanceur, plus la balle arrive avec de la force, mais plus que vous éloignez à des kilomètres plus loin, bien, des kilomètres c'est exagéré, mais des mètres plus loin, bien, évidemment, la balle va être de moins en moins forte parce que vous éloignez. Donc, plus que tu t'éloignes, plus la pression sanguine va être faible. Alors ici, dans les artères, certaines artères intermédiaires, les artérielles, là, on va passer de 109 à 71. Donc, c'est parfait. 110 est plus gros, c'est le P+, pression la plus forte vers la plus faible. Et le 71 ici doit être plus fort que dans les capillaires qui est au début, à l'extrémité ici des artérielles des capillaires, on est autour de 35. Donc 71 c'est plus gros que 35, on oriente comme ça. Puis à la fin des capillaires, on a 16, puis les veines caves, on revient à peu près là, à 0. L'oreillette veine cave, il n'y en a presque plus de pression. Donc entre les capillaires ici et les veines, on va passer de 16, 15, 14, jusqu'à 0. Mais 35, c'est plus fort que 16, donc le sang va circuler dans ce sens-là, et on revient comme ça. Donc, ce gradient-là doit être respecté. Et si, par exemple, il y a des conditions pathologiques ou des situations que vous allez étudier éventuellement dans vos cours de soins, ou peut-être dans mon cours aussi, si j'ai le temps, et là, on se dit, bien, pour X raison, je ne sais pas, moi, le 35 mm, mettons ici, au lieu d'être à 109, mettons, je monte dans cette section-là à 115. Qu'est-ce qui se passe? 115, c'est plus gros que 109. Le plus fort l'emporte sur la pression la plus faible. Donc, comme le chiffre est plus gros ici, on retourne dans ce sens-là. Ce qui serait très dangereux parce qu'au lieu d'aller dans le sens normal, on fonctionne en rebours. Il y aurait une espèce de reflux sanguin et on reculerait, on retournerait vers le cœur. Donc, évidemment, les organes ne seraient pas alimentés correctement ici. Donc, ça serait une situation à éviter, évidemment. Donc, cette diapo-là, c'était simplement pour vous illustrer à quel point le gradient de pression est important. Il faut s'assurer que ce gradient de pression soit relativement respecté pour orienter la circulation sanguine. Des situations très simples, comme un patient qui est alité depuis des mois, exemple, puis qui ne fait pas beaucoup d'exercice, bien, le retour veineux est plus faible. Et si le retour veineux est plus faible, ça peut affecter les jeux de pression dans certains cas. Pas toujours, ça dépend de l'historique médical et des différents paramètres. Mais si on affecte le jeu de pression, en ce sens où on ne respecte plus le gradient, bien, ça pourrait amener des problèmes de circulation assez importants. L'indicateur que je mentionnais rapidement tantôt de pression différentielle, c'est assez intéressant parce que ça mesure l'élasticité de l'artère. Donc, l'ensemble des artères, on ne peut pas mesurer vraiment, quand vous travaillez sur le plancher, vous ne pouvez pas mesurer, comme infirmier ou infirmière, est-ce que les artères sont très élastiques ou non chez mon patient. Vous pouvez déduire qu'une personne de 90 ans qui a des maladies dégénératives au niveau des artères, des choses comme ça, que probablement sont pas mal moins élastiques quand on a un certain âge par rapport à des jeunes artères d'un enfant de 10 ans. Ça, c'est sûr que vous pouvez faire ce genre de déduction-là. Mais il y a un indicateur mathématique qui nous permet d'évaluer assez rapidement la capacité élastique des artères. C'est en fait, vous faites la différence, ici on le voit bien, là, la pression différentielle, c'est en fait la différence entre la pression systolique et la pression diastolique. Exemple, la pression optimale de 120 sur 80. Vous faites la différence entre les deux. 120 moins 80, ça fait une pression différentielle de 40 mm de mercure. Donc, cette différence-là, c'est la meilleure pression différentielle. Ça veut dire que l'artère, elle est capable de s'étirer quand la pression est forte, puis quand la pression devient plus faible, elle reprend sa forme initiale. Mais si la pression différentielle, elle est faible, donc autrement dit,
Si vous aviez une pression 120 sur 119, la pression différentielle est de 1 mm de mercure. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que la pression est encore très forte en termes de diastole. Et il peut y avoir différents problèmes à ce niveau-là, mais clairement, la capacité élastique de l'artère peut être affectée dans ce que c'est. Je dis clairement, c'est pas toujours le cas, mais c'est un indicateur qui suggère ça. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est que soit que l'artère a de la misère à s'étirer et qu'elle reste stable et que la pression est égale partout. Et on pourrait avoir l'inverse aussi. On pourrait avoir une faible pression systolique et la différence serait moins grande avec la diastole. Faire attention, le patient est peut-être en hypotension, mais ça pourrait être aussi une artère qui est complètement déformée. Donc, elle s'est étirée, mais n'est plus capable de reprendre sa forme. Donc, elle a perdu carrément sa capacité élastique. Donc, je trouve ça intéressant quand même que cette valeur mathématique nous permet de déduire justement un facteur biologique simple, qui est la capacité élastique de l'artère. Et là, je ne l'ai pas défini parce que ça fait plusieurs fois que je le dis dans le cours, mais juste pour vous rappeler rapidement, élasticité, c'est une capacité de l'artère à s'étirer, mais à reprendre sa forme initiale. Donc, c'est ça l'élasticité. Hein? C'est d'être capable de revenir à sa forme initiale. Et si ton artère n'est pas élastique, puis elle reste déformée, bien évidemment, la pression va être affectée, le jeu de pression, le gradient de pression est affecté, puis ça peut évidemment nuire à la circulation sanguine. Ça, c'est le premier indicateur que je vous demande d'être à l'aise. Le deuxième, qui est encore plus important pour soins infirmiers, bien que pour mon examen, il faut être à l'aise avec les deux, mais la pression différentielle, peut-être, va vous toucher un peu moins dans le cadre de votre travail, mais celle-ci, la PAM, ça, c'est sûr que ça devient encore plus intéressant. La pression artérielle moyenne. Donc, la question à 100 $, comment vous faites, vous, pour savoir si votre patient est bien perfusé ou non? Autrement dit, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas assez de sang dans votre corps pour nourrir toutes les cellules en même temps. Il y a des capillaires qui vont être vides. Donc, il faut toujours réajuster. Et là, vous ne pouvez pas mesurer le débit local qu'on parlait. On peut le déduire selon certaines situations, mais vous ne le mesurez pas de façon scientifique avec des chiffres. Vous regardez votre patient alité, vous n'avez pas les yeux pour savoir, oui, il y a un organe qui va manquer de sang et tout ça. Si vous n'avez pas de signe clinique, vous n'avez pas de doigt bleuté, la bouche bleutée, tout ça, c'est très difficile d'évaluer si la circulation est correcte ou pas. Donc, on a comme des indicateurs mathématiques avec un petit calcul simple qui nous donne une idée. Et un de ces indicateurs, c'est la pression artérielle moyenne. Comment on calcule ça? C'est relativement simple. Je vais faire un exemple de calcul pour que vous soyez à l'aise à faire ce calcul. Vous prenez la pression diastolique et vous l'additionnez au tiers de la pression différentielle. Donc, ce que ça veut dire, je prends un exemple ici d'une personne qui a une pression systolique de 120 sur 60, donc pression diastolique de 60. On vous dit, prenez la pression diastolique, donc c'est le plus petit chiffre. Dans ce cas-ci, c'est 60, ma pression diastolique. Plus le tiers de la pression différentielle. Donc la différentielle, j'ai dit à la dernière diapo, c'est la soustraction entre les deux pressions. Donc dans ce cas-ci, la différentielle, je prends la systolique qui est 120, moins la diastolique de 60. 120 moins 60, ça fait 60. Ça, c'est la pression différentielle, mais on vous dit le tiers, donc 60 divisé par 3, ça fait combien? 20. Donc, dans ce cas-ci, je viens de calculer le tiers de la pression différentielle, et je viens l'ajouter à mon premier 60, là, qui était la pression diastolique. 60 plus 20, ça fait 80. Vous avez une PAM de 80 mm de mercure. Donc, pourquoi c'est intéressant? Bien, très rapidement, si vous permettez de vous situer ici, si votre patient, en général, c'est un indicateur, ce n'est pas une loi mathématique, que si je suis à 69, je suis dans le trouble, à 72, je ne suis pas dans le trouble, tu peux être dans le trouble à 72 aussi. Mais généralement, pour la plupart des gens, si vous avez une PAM, pression artérielle moyenne, entre 70 et 110, on est content. On déduit que la perfusion dans l'ensemble des organes est adéquate. Ça veut dire, en d'autres mots, que la pression artérielle moyenne, avec le calcul que je viens de faire, me dit que l'ensemble des organes et des milliards de cellules qui vous constituent aura accès en quantité suffisante à l'oxygène et aux nutriments, donc il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe si la pression est trop forte ou trop faible? Donc, évidemment, une pression artérielle très, très forte, là, vous dites, ouais, mais le sang circule plus vite, je vais avoir plus d'oxygène au point de vue ou de nutriments de l'organe. Oui, il y a un prix à payer. Une pression forte, c'est une force sur les parois, ça va briser les parois, ça peut user de façon prématurée de la paroi
artérielle, et au lieu d'avoir un endothélium lisse, comme on a déjà discuté à la dernière capsule, devient rugueux, accroche le caillot, accroche les plaques de graisse, des artérioles, peu importe. Puis là, ça favorise, ça s'accumule avec les années, puis là, ça favorise un blocage au niveau de l'artère, crise cardiaque ou une mauvaise perfusion pour un organe donné, dépendamment de l'artère qui est touchée. Dans les cas d'artérioles plus fragiles, ils peuvent éclater si la pression est vraiment exagérée. Et là, c'est une hémorragie interne, ce qui peut être très dangereux aussi. Donc, une pression trop forte, c'est dangereux. Puis une pression trop faible, ben, c'est la même chose. Donc, la pression trop faible, ben là, le sang ne circule pas suffisamment, manque d'alimentation au cerveau, donc le cerveau ne fonctionne plus, ne fait plus d'ATP ou les autres organes, peu importe. Donc, on ne veut pas trop faible, on ne veut pas trop fort. Idéalement, on veut être dans l'intervalle ici 70-110. Donc, c'est pour ça que c'est un indicateur et un petit calcul simple qui peut être très intéressant quand vous prenez la pression chez votre patient. Si vous êtes, après le calcul, vous arrivez à quelque chose d'en bas de 60, c'est un peu comme une valeur seuil, c'est un indicateur qui nous dit, bon, par exemple, j'ai une PAM de 50. Là, généralement, le débit sanguin est insuffisant, il y a des organes qui vont être touchés, il y a certains tissus qui, dépendamment, on ne connaît pas le problème, d'une artère bouchée ou peu importe, je ne sais pas, mais une chose est sûre, on se méfie parce que là, il y a certains organes, certains tissus qui n'auront pas accès aux nutriments ou à l'oxygène en quantité suffisante. Donc, ça peut être plusieurs tissus, plusieurs organes aussi, évidemment. Donc là, on ne veut pas de valeur en bas de 60. Et généralement, entre 110, 111, 112, c'est pas si mal, mais ça augmente de façon vraiment importante. Je ne sais pas, vous avez une PAM de 180, exemple. Là, je en ai parlé tantôt, les lésions au niveau des parois des artères et tout. Hémorragie interne, c'est pas écrit, mais une artériole qui éclate, évidemment. Puis ce que je n'ai pas parlé, puis qui est écrit ici, qui est important aussi, ben, c'est un risque d'œdème. Parce que si la pression, elle est très forte dans l'artère, on va reprendre des termes qu'on a déjà vus. Si la pression hydrostatique sanguine, donc pression artérielle très forte ici, puis dans le liquide interstitiel, elle est faible, ben, le plus fort l'emporte sur le plus faible, ça va favoriser une sortie de liquide. On parlait de filtration la dernière capsule, donc infiltration de liquide dans les tissus, de l'édème. Puis là, l'édème, ben, si elle est trop importante, peut comprimer l'organe, empêcher le fonctionnement de l'organe, peut comprimer, si c'est de l'édème cérébral, ben, comprimer certaines régions de l'encéphale, du cerveau, ou comprimer l'organe qui essaie de se contracter, si on est ailleurs, bon, peu importe. Alors évidemment, c'est des situations qu'on veut éviter, puis généralement, on préfère avoir une pression artérielle moyenne entre 70 et 110, et là, ben, on est dans la normale, on est chez une personne en santé. À cette diapo, on vous montre un peu la façon d'ajuster la pression artérielle. J'en ai parlé un peu tantôt en début de capsule. Maintenant, je le fais officiellement. Très important de comprendre que le diamètre de l'artère affecte la pression artérielle, et l'autre facteur, c'est le volume sanguin. C'est deux facteurs différents. En fait, c'est les deux seuls facteurs que vous pouvez ajuster pour contrôler votre pression artérielle. Donc, vous avez déjà vu rapidement tantôt que si je fais une vasoconstriction, ça augmente la pression artérielle versus une vasodilatation. Donc, pour un vaisseau donné, si je fais une vasoconstriction... Donc, ici, on ne fait pas varier le volume. J'ai un volume égal. Okay? Donc, seulement un facteur à la fois que je fais varier pour comprendre. Vasodilatation, 10 ml, 10 ml de sang. Bien, ce vaisseau-là, dans cette position, a plus d'espace. La pression du 10 ml de sang va être moins forte sur la paroi que si j'ai juste cet espace-là pour le même volume. Donc, c'est pour ça qu'on dit que généralement, une vasoconstriction augmente la pression artérielle sur le vaisseau. Et si je fais ça de façon généralisée dans l'ensemble du corps, bien, ça augmente la pression artérielle dans l'ensemble de votre organisme. Et si je fais une vasodilatation pour l'ensemble des artérioles, des artères, bien, ça diminue la pression artérielle. Donc ça, c'est une façon d'ajuster. On verra des réponses bientôt qui permettent justement de contrôler le diamètre comme ça pour contrôler la pression artérielle. Donc, façon de contrôler, ça, c'est essentiellement les reins qui vont faire ça en ajustant la quantité d'urine. Ici, on peut ajuster le volume de sang. Donc là, au lieu de faire une vasoconstriction, une vasodilatation, je garde le vaisseau dans la même taille. Je ne fais pas varier le diamètre, mais je vais ajuster la quantité de sang. Donc ici, j'ai 10 ml de sang. Mais si dans la deuxième situation, j'en ai 500 pour le même diamètre, 500 ml, il y a plus de monde, là. Il y a plus de liquide. C'est sûr que ça va pousser plus fort sur la paroi que si j'ai moins de sang. Donc ici, la pression va être plus élevée. Donc, ça va avec le facteur en bleu. Si j'augmente le volume sanguin, ça augmente la pression. Et si au contraire, je diminue le volume, bien, ça diminue la pression. C'est les deux facteurs que vous allez contrôler.
soit que j'active par des hormones ou une réponse nerveuse directement la contraction ou le relâchement des cellules musculaires dans la paroi, ou soit que j'ajuste la quantité de liquide dans vos vaisseaux. Et essentiellement, de façon naturelle, il y a deux façons de faire. Qu'est-ce qu'on fait? On boit de l'eau, on boit du jus, on boit de l'alcool, je ne sais pas quoi. Bien, évidemment, ça augmente le volume sanguin, on digère, on absorbe le liquide. Et il y a les reins qui vont ajuster la quantité d'urine. Donc, éventuellement, on verra ça plus tard dans la session, mais les reins filtrent le sang. Si on envoie plus d'eau dans l'urine, il en reste moins dans les vaisseaux sanguins. L'eau dans le plasma sanguin se ramasse à deux endroits. Soit qu'elle reste dans le sang, soit qu'elle s'en va dans l'urine. Donc, si les reins produisent plus d'urine, vous perdez de l'eau, ça va diminuer le volume sanguin. Et indirectement, ça va baisser ta pression artérielle. Puis si au contraire, les reins filtrent moins, bien, en filtrant moins, qu'est-ce qui arrive? On produit moins d'urine, donc j'ai moins de pertes dans l'urine, fait que l'eau, je la conserve, ça augmente le volume sanguin. Donc, c'est les deux façons que vous allez faire d'un point de vue biologique. Et cette réponse-là, en fait, vous allez la mimer d'un point de vue thérapeutique. Vous ne vous en rendez pas compte encore. Un jour, je vous en parlerai plus en session si j'ai le temps, mais quand on fera plus on parlera peut-être plus de pathologie ou de thérapie, mais souvent, quand vous ajoutez la pression avec des médicaments, vous faites quoi? Soit vous donnez des diurétiques ou des antidiurétiques. Diurèse, ça veut dire urine. Donc, un antidiurétique, vous bloquez la production d'urine. Si vous bloquez l'urine, qu'est-ce qui arrive? Bien, vous avez plus de liquide dans le corps. Donc, vous favorisez ce facteur-là et ça monte la pression. Fait qu'un patient que la pression est trop faible, pression artérielle plus faible, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez un médicament qu'on appelle, il y a plusieurs médicaments, mais une classe de médicaments qui s'appelle antidiurétique, bloque la production d'urine au niveau des reins, donc conserve le liquide, plus de sang augmente la pression, finit de régler le problème de pression du patient. Si sa pression est en hypertension, vous le faites uriner, vous donnez des diurétiques. Pression artérielle trop forte, vous donnez des médicaments qui vont le faire uriner, qui stimulent les reins produisent plus d'urine, en perdant de l'eau dans l'urine, vous diminuez le volume d'eau dans le sang, de plasma, donc moins de pression. Donc, vous finissez, sans vous en rendre compte, vous finissez de jouer ce paramètre-là. Puis, il y a d'autres classes de médicaments qui ne jouent pas sur les reins, mais que vous pouvez ajuster la pression, des bêta-bloquants, exemple, ou peu importe. Là, vous jouez plus au niveau des récepteurs cardiaques ou des trucs comme ça. Vous affectez un peu le rôle des neurotransmetteurs et du système nerveux. C'est une autre histoire, c'est plus de la bio 1, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va affecter les forces et la fréquence de contraction du cœur. Il y a des médicaments qui existent aussi qui favorisent des vasoconstricteurs analogues à l'action de certaines hormones, des analogues qui fonctionnent un peu comme l'angiotensine 2 ou comme la FNA, qu'on verra plus tard, mais ces médicaments-là vont favoriser la vasoconstriction et la vasodilatation. Donc, vous êtes capable d'ajuster là aussi. En fait, pour moi, vous allez étudier à un moment donné l'ensemble des médicaments, les classes de médicaments, c'est très complexe. Il y en a beaucoup. Mais si on veut simplifier, il y a 3 sortes de médicaments pour la pression artérielle. Vous ajustez donc les classes de médicaments qui ajustent le volume pour affecter la pression, donc qui essentiellement attaquent les reins, ciblent les reins, pardon. Soit qu'on vise vraiment les vaisseaux sanguins, donc qui va favoriser les vasoconstriction ou vasodilatation. Donc, c'est des agents chimiques connus pour exciter ou bloquer la contraction musculaire. Puis même, vous pouvez interférer au niveau neurologique, au niveau des récepteurs reconnus par les différents neurotransmetteurs, essentiellement, qui affectent le cœur. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est ces 3-là. Puis les multitudes de médicaments qu'on va vous apprendre pour contrôler la pression vont rentrer dans une de ces catégories-là, généralement. Or, je reviens à mon cours, c'est une petite parenthèse pour soins, mais si je reviens à mon cours, le plus important, évidemment, c'est de comprendre les deux facteurs et de leur impact sur la pression artérielle. Ça, évidemment, vous n'en sortez pas, c'est la base. Donc, c'est ce que je m'attends pour le prochain examen. Si je vous dis, on fait une vasoconstriction, c'est quoi l'impact sur la pression, s'il y a plus de liquide. Donc, je fais une mise en situation. Vous injectez un solution intraveineuse au patient, plus de liquide dans le réseau vasculaire, ça augmente, ça baisse la pression. Bien, là, vous devez réfléchir. J'ai plus de liquide, plus de sang ou plus d'eau dans le sang, augmente la pression. Vous êtes déshydraté, manque de liquide, baisse la pression. Donc, c'est le genre d'élément que vous devez être à l'aise. Et vous allez voir que c'est toujours un peu les mêmes exemples que j'utilise, en fait. J'ai déjà distingué ce mot-là dans le livre. J'ai réutilisé le titre du livre pour respecter votre manuel, mais faites attention, c'est un terme que j'ai eu d'un point de vue pédagogique. Pression sanguine veineuse, ça indique qu'il y a de la pression dans les veines. On a vu tantôt, 24 à peu près 0, 16. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression, mais elle est très négligeable par rapport aux 110 de la hearte, exemple. Donc, la pression, elle est surtout dans les artères, beaucoup plus faible au niveau des veines, mais elle n'est pas inexistante, à part de la veine cave, elle n'est pas inexistante, bien qu'elle est faible.
Ça réfère aussi à un volume sanguin. Donc, si dans une veine, j'ai un peu plus de sang, ben, la pression est un peu plus élevée, évidemment. Mais ne pensez pas que la pression des veines est plus forte que les artères, c'est faux. C'est vraiment les artères qui ont plus de pression. Et maintenant, le problème avec les veines en termes de circulation, c'est comme elles sont éloignées par rapport aux artères. Hein, les veines sont loin. Là. On part de la horte, tous les classes d'artères, les millions d'artères qu'il faut passer, les artérioles, tous les capillaires, et ensuite on tombe dans les petites vénules, puis les veines moyennes ou grosses. Donc, ils sont quand même éloignés du cœur. C'est pour ça que la pression est faible. Ça me prend quand même un gradient de pression. Si je n'ai pas de gradient de pression, de différence de pression, le sang ne circulera pas dans les veines. Donc, ça me prend une différence entre l'oreillette droite qui est à peu près à 0 et les veines. Si dans les vénules, exemple, j'ai 0, le sang ne bougera pas. Okay? Donc, ça me prend une différence. Il faut que ça soit plus fort, la pression dans les veines. Exemple, je ne sais pas moi, 16 versus 0 mm de mercure. Ça me prend ça, mais c'est insuffisant. Contrairement aux artères, la différence de pression à elle seule ne peut pas expliquer le retour veineux, expliquer la circulation sanguine des veines vers le cœur. Ça me prend un autre système pour faciliter le retour veineux. Donc, on se souvient de retour veineux, c'est la quantité de sang qui revient à l'oreillette droite. Et c'est là qu'il va y avoir des pompes musculaires. Une que j'ai déjà expliqué un peu, la pompe musculaire, mais il y a aussi la pompe respiratoire que je vais parler. Et ces deux facteurs-là sont nécessaires pour permettre une bonne circulation sanguine dans les veines. Okay? Donc, première des choses, on vous l'illustre ici. Les veines, on se souvient qu'il y a des petites valves qu'on appelle des valvules. Hein, on a déjà parlé dans une des capsules précédentes. Et que ce soit au niveau respiratoire, les encadrées sont plus ou moins importantes pour moi, là, que ce soit au niveau de l'inspiration, de l'expiration, peu importe. Au niveau respiratoire ou squelettique, c'est des muscles. Okay? Il y a des muscles respiratoires pour contracter le diaphragme, les muscles intercostaux externes, exemple, qui se contractent pour permettre de respirer, okay? D'inspirer, exemple. Et au niveau squelettique, ben, si vous bougez les bras, les jambes, les pieds, ben, les muscles doivent se contracter. Et un effet indirect, c'est qu'il écrase les veines. Je vous avais déjà donné l'exemple d'un tube de dentifrice, mais là, au moins, on peut le visualiser ici. Fait qu'exemple, si c'est les muscles, je ne sais pas moi, de la jambe, ben, vous marchez en se contractant, les muscles de la cuisse, exemple, ben, ils se contractent, ils prennent de l'ampleur, ils vont gonfler ici. Donc, le ventre du muscle s'hypertrophie et vient écraser la veine. Ce n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de faire bouger vos membres. Mais en même temps, l'effet indirect, c'est qu'on écrase la veine. Et la vie est bien faite parce qu'en écrasant la veine comme ça, qui est un vaisseau relativement mou, ça fait une pression, ça pousse le sang vers la section du haut. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, par gravité, on va vouloir retourner, ou par pression aussi, quand le sang s'accumule ici, il va vouloir retourner vers l'arrière, mais là, la porte, la valvule ferme. Donc, le sang va être emprisonné ici. Vous faites un autre pas, on pousse ici, on va écraser cette section-là et on monte vers le haut, vers la prochaine section. Donc, on va y aller comme ça de façon successive, section par section. Ce qui est important, c'est que la valve doit fermer, la valvule doit fermer pour emprisonner le sang dans chaque section. Donc, on le fait ici pour commencer. On voit le reflux qui ferme la porte. On represse, on remonte dans l'autre section, on represse, on remonte plus haut. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on retourne vers le cœur. Donc, ça vient ajouter cette pression musculaire, ce qu'on appelle la pompe musculaire squelettique, justement au gradient de pression pour favoriser le retour veineux. Pompe respiratoire, c'est la même chose, mais au lieu d'être des muscles dans vos bras, vos jambes, c'est les muscles dans la région thoracique ici, qui localisés pour les poumons, qui permettent la dilatation, exemple, des poumons ou la contraction des poumons. Et donc, c'est la même logique, c'est juste que ça se fait à chaque respiration et les muscles respiratoires vont comprimer comme ça les veines dans la région thoracique. Mais c'est la même logique. Donc, pas très compliqué à comprendre. Est-ce que ça a une implication pratique pour vous? Bien sûr. Donc, on peut imaginer qu'un patient qui est alité depuis des mois, ben, lui, sa pompe musculaire squelettique ne fonctionne pas très bien. Puis s'il y a des troubles respiratoires en plus, il y a peut-être une pompe respiratoire qui fonctionne un peu moins bien. Donc, il faut garder en tête, d'un point de vue cardiovasculaire, ces gens-là ont un retour veineux plus faible. 2 jours, en réalité, c'est pas si mal, mais ça fait des mois, pour X raisons, qui est toujours au lit. C'est encore plus important de faire marcher si c'est possible. Il faut respecter l'état du patient et tout. Mais si on est capable de faire un petit peu d'exercice, on active la pompe musculaire. Si on active la pompe musculaire, on augmente le retour veineux. On augmente le retour veineux, on a déjà vu ça dans une capsule. Ça fait quoi? Bien, il y a plus de sang qui revient au cœur, donc c'est une petite révision aujourd'hui. Ça augmente la précharge. Ça augmente la précharge, donc plus de sang dans les ventricules avant contraction. Quand les ventricules se contractent, ça va augmenter le volume systolique. Si le volume systolique augmente, ça augmente le débit cardiaque.
systémique. Puis là, on a vu aujourd'hui que si le débit cardiaque augmente, ça augmente le débit local. Donc, le débit local pour chacun des organes, ça veut dire qu'un organe donné devrait avoir accès à une meilleure vascularisation sanguine, il devrait avoir, c'est mal dit, il devrait avoir accès à un plus grand débit, donc plus de nutriments, plus d'oxygène. On favorise comme ça l'alimentation de l'ensemble des organes. Et ça a l'air niaiseux, mais simplement une petite marche comme ça dans le corridor, de façon régulière, vous réactivez tranquillement ce retour veineux, cette pompe-là. Si vous êtes alité en position horizontale, le retour veineux, le gradient de pression devrait exister, mais la pompe ne fonctionne pas, donc le retour veineux va être moins efficace, puis ça peut devenir plus problématique dans le cas de certains patients, évidemment. Exemple, quelqu'un qui a déjà des troubles cardiovasculaires et que le retour est déjà le retour veineux est déjà faible. Si en plus il est alité, le retour veineux est encore plus faible, évidemment. Donc, c'est une petite idée comme ça que je voulais vous introduire en passant. Mais évidemment, pour l'examen, ce qui est important de comprendre, c'est le fonctionnement des pompes et en quoi ça nous facilite le retour veineux. Donc, ça, c'est évidemment pour la circulation sanguine au niveau des veines. Dernier facteur à voir maintenant pour conclure le sujet du débit. Je vous avais dit en début de capsule qu'il y a une force qui s'oppose. Contrairement aux deux autres, la force ici de la résistance s'oppose au déplacement du sang. Donc, si j'augmente la résistance, ça diminue la circulation sanguine. Okay? C'est ça qu'il faut voir. Et il y a essentiellement 3 paramètres qui vont affecter la résistance, qu'on va voir à la prochaine diapo. Mais il y a la viscosité du sang, la longueur des vaisseaux, donc on va imaginer ça dans le concept de la longueur totale du réseau vasculaire et le diamètre. Donc, on va les analyser aux prochaines diapos. La viscosité du sang, c'est simple, c'est simplement, on pourrait traduire ça par épaisseur. Hein? C'est comme si le sang est épais, visqueux. Donc, plus que le sang est épais, plus que le sang est visqueux, plus ça augmente la résistance. Et si j'augmente la résistance, ça diminue le déplacement, la circulation sanguine. Donc, plus que le sang est liquide, plus qu'il va circuler facilement. Et s'il circule facilement, bien évidemment, il n'y a pas de résistance. Donc, plus que le sang est liquide, moins qu'il y a de résistance, moins qu'il y a de résistance, plus que ça glisse facilement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire du sang visqueux ou pas visqueux? Il y a plusieurs raisons, mais généralement, une destruction des globules rouges, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Si vous avez un microbe, un micro-organisme qui vous affecte puis qui détruit, favorise l'hémolyse, puis on détruit vos globules rouges, bien évidemment, c'est pas nécessairement bon. Moins d'oxygène qui arrive aux organes. Mais d'un point de vue de viscosité, le sang va être plus liquide et moins visqueux. Donc, les cellules, c'est un peu comme du sable dans l'eau, puisque, imaginez-vous que les éléments solides, les cellules, les protéines, peu importe, c'est du sable. Plus que je mets du sable dans mon verre d'eau, plus qu'il va être visqueux, puis il peut être très, va prendre la forme de boue, puis ça peut devenir une boue très solide. Donc, le sang, c'est la même chose. Plus que je mets d'éléments solides dans votre sang, donc le rapport liquide-solide, c'est affecté, bien, ça fait un sang plus visqueux. Et si j'ai moins de sable, bien, il va être plus liquide. Okay? Donc, mon verre d'eau, évidemment, remplacer le verre d'eau par vaisseau sanguin, c'est la même chose. Donc, si j'ai moins de globules rouges, moins d'éléments solides, que ce soit de l'anémie, parce qu'on ne fabrique pas assez de globules rouges pour X raisons, ou si j'ai une destruction systématique des globules rouges suite à une maladie quelconque, bien évidemment, le sang est moins visqueux, moins de résistance, donc il circule plus facilement. Si au contraire, j'augmente les globules rouges, donc vous avez de la polycythémie, exemple compensatoire, peu importe, vous avez un problème de PO, vous produisez trop d'hormones EPO, donc on produit trop de globules rouges, ça devient plus visqueux. Le cas classique, c'est une déshydratation sévère. Il y a des déshydratations légères qui n'affectent pas, mais si vous êtes déshydraté de façon extrêmement sévère, donc là on parle d'un problème médical, là. Des fois vous êtes déshydraté, vous fonctionnez, prenez un verre d'eau un peu plus tard, ça va aller, mais une déshydratation très sévère, évidemment, il y a une perte d'eau accrue au niveau des vaisseaux sanguins, entre autres, et là, ben, il manque de liquide. Donc, évidemment, le rapport liquide-solide est affecté. Et comme j'ai plus de matière solide, ça veut dire que le sang va devenir plus épais, plus visqueux. La résistance est plus forte. Le sang va avoir tendance à frotter plus sur les parois, circule moins vite, et c'est plus difficile de déplacer. Donc, évidemment, un sang extrêmement visqueux, dans les pires cas, par exemple, il y a des gens qui s'injectaient de l'EPO pour performer dans leur sport, mais c'est pas à faire. Si vous vous trompez dans le dosage ou pour X raison, l'hormone est beaucoup plus efficace, bien, vous produisez trop de globules rouges, trop visqueux, le sang arrête de circuler dans les pires cas. On n'est plus capable de le ramener au cœur, puis là, bien, une crise cardiaque, puis c'est fini.
Même chose, donc le sang qui circule plus vite, en fait, c'est pas tant un problème. C'est plus le problème que si je manque de globules rouges, mais évidemment, il y a moins d'oxygène qui va être transporté. Maintenant, la résistance, vous comprenez, c'est une force qui s'oppose. Hein? C'est comme une force de friction un petit peu aussi. Hein? Il y a des gens qui ont de la misère à visualiser ça, ce que je dis des fois ici. Si vous avez de la difficulté, possiblement il y en a quelques-uns qui vont avoir de la misère, mais imaginez-vous avec votre voiture. Quand vous roulez sur l'autoroute, exemple, les pneus vont frotter sur l'autoroute. Donc, si vous relâchez l'accélérateur, puis vous n'avez pas besoin de freiner, vous laissez la voiture aller, à un moment donné, elle va ralentir. Comment ça que c'est possible? C'est parce qu'il y a de la friction. Le caoutchouc de vos pneus frotte sur l'asphalte, puis ça ralentit, ça frotte, ça s'oppose au déplacement de vos roues. Je ne vais pas rentrer dans la physique, mais si la friction était de 0, okay, donc vraiment aucune friction entre le pneu et l'asphalte, la voiture serait en mouvement perpétuel. On lui donne un premier élan et l'auto glisserait littéralement. Il n'y aurait pas de résistance, ce qui n'est pas possible, évidemment. C'est la même chose pour les vaisseaux sanguins que le sang. Le sang, c'est les pneus de votre voiture et la paroi du vaisseau sanguin, l'intérieur, évidemment, l'endothélium du vaisseau, c'est l'asphalte, l'autoroute. Donc, c'est la même logique. Le sang frotte sur la paroi, ça le ralentit. Il y a une certaine résistance toujours. Mais ce que je vous parle aujourd'hui, c'est les facteurs qui augmentent la résistance par rapport à la normale. Même s'il y a toujours une certaine résistance qui s'oppose à la circulation sanguine, ce facteur-là doit être le plus faible possible. Alors que les cas de figure que je vis dans l'encadré vont favoriser ou non la résistance. Puis plus que la résistance sera élevée, évidemment, plus qu'il sera difficile de déplacer le sang. L'autre facteur qui va augmenter la résistance, bien, colle vraiment l'exemple de la voiture que je viens de donner. Donc, quand on parle de la longueur des vaisseaux sanguins, c'est relié en fait au nombre, à la quantité de vaisseaux. On a parlé en début de capsule qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'angiogénèse ou la régression qui fait en sorte qu'on peut avoir plus ou moins de vaisseaux. Par exemple, on parlait d'obésité si vous gagnez de la masse. Là, je parle d'obésité, mais ça pourrait être aussi de la masse musculaire si vous entraînez, si vous grandissez, mais aussitôt qu'il y a un gain de cellules. Donc, si on prend du poids, il y a plus de cellules. Si vous êtes une femme enceinte, il y a plus de cellules, évidemment. Cancer, maladie, malheureusement, qui fait quoi? Trop de mitose, donc tumeur, trop de cellules. C'est une masse, de nouvelles masses de cellules, une nouvelle quantité de cellules. Donc, tout ça fait en sorte qu'on augmente le nombre de cellules. Et pour les alimenter, j'ai besoin de nouveaux vaisseaux sanguins, donc on va faire de l'angiogénèse. De l'angiogénèse, pardon. Maintenant, ça veut dire que ça augmente la quantité ou le nombre de vaisseaux sanguins. Et plus que vous allez avoir de vaisseaux sanguins, ce que je ne vous disais pas au début de capsule, ça augmente la longueur totale. Il faut comprendre, je sais que c'est difficile pour vous autres parce que les vaisseaux, vous voyez ça comme des branches d'arbres. C'est vrai, mais je peux les relier une à l'autre. Quand je parle de l'aorte, c'est une grosse artère, elle fait plein de branches, mais chacune de ces branches sont interconnectées et en fait, on s'en va dans les petites artères, artérielles, capillaires, vénules, grosses veines et tout ça. Mais tout ça est relié ensemble. On pourrait tous les déplier, puis les mettre bout à bout, puis ça ferait un long tube, là. Donc, ce que je veux que vous imaginiez dans votre tête, c'est qu'aussitôt que vous créez de nouveaux vaisseaux sanguins, la longueur totale, on fait semblant que c'est comme s'il y avait juste un vaisseau sanguin dans votre corps, mais il va être plus long. Et vous ne réalisez pas, mais je l'ai mentionné déjà, vous gagnez des kilomètres de vaisseaux pour une livre de poids. Là. Donc, vous engraissez d'une livre, c'est des kilomètres de vaisseaux de plus. C'est énorme. Et en quoi ça me touche pour la résistance? Bien évidemment, plus que de vaisseaux, plus que le réseau devient long. Et plus que c'est long, plus que la résistance va augmenter. Parce que imaginez-vous, situation A ici, si je prends tous vos vaisseaux sanguins et je les dessine dans une situation normale, ça donne cette longueur-là, le sang doit circuler ici. Donc, une certaine friction, comme les roues de la voiture sur l'asphalte qui se fait. Le sang frotte, mais c'est une petite section. Ça le ralentit un peu. Mais si vous prenez du poids ou peu importe, et là, tous les nouveaux vaisseaux sanguins font que vous avez beaucoup plus de distance avant de revenir au cœur. Vous avez plus, le sang devra circuler parmi un plus grand nombre de vaisseaux. Bien, on s'entend que la petite section initiale de tantôt, il y a une certaine résistance, mais là, ça va s'additionner tout au long. Il y a de la friction tout au long du parcours. Donc, ça augmente la résistance totale. Et c'est plus difficile de circuler. Et une personne qui est en surpoids, on dit tout le temps que ça amène des problèmes cardiovasculaires. Et le premier réflexe que vous avez raison, c'est d'imaginer, bien, si moi, personnellement, exemple, si j'avais mon poids santé,
Puis là, je me dis, OK, là, j'ai pris 25 livres pendant l'année. Ben, c'est comme si j'ai un sac de 25 livres là, de patates ou je sais pas quoi sur le dos. Et toute ma vie, 24 heures sur 24, je dors, je monte l'escalier, je cours, peu importe ce que je fais un sport. J'ai toujours 25 livres de plus à supporter. Donc, évidemment, le cœur doit pomper plus fort, travailler plus fort pour supporter cette charge-là. Mais en plus, maintenant, avec la fonction de résistance, vous savez qu'il y a plus de vaisseaux sanguins. Alors, la question que je vous demande, est-ce que vous pensez que quand votre vaisseau est plus long, puis qu'il y a plus de résistance, puis de friction qui se fait, que le cœur doit se contracter plus fort ou moins fort pour compenser? Il faut qu'il compense, évidemment, en contractant plus fort. Si ici j'avais une certaine contraction, ça va, mais là, je dois faire 10 fois plus long. Donc, on va pousser plus fort. Qu'est-ce qui arrive? Ben, le cœur se contracte beaucoup plus fort, 24 heures sur 24, pour supporter cette augmentation de vaisseau de résistance. Parce que justement, le sang s'écoule difficilement, donc c'est plus difficile de le ramener. Donc, on va pousser plus fort. Et là, ça se fait sur des années. Puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qui arrive? Crise cardiaque ou insuffisance cardiaque, parce que là, le cœur n'arrive plus à force de se contracter toujours plus fort, il va hypertrophier, il va s'adapter, mais à un moment donné, il n'y arrive plus. Donc, c'est pour ça que ça augmente grandement le risque de maladies cardiovasculaires. Et voilà, là, je l'ai aligné, il y a plein de raisons à ça, mais là, je voulais vous l'expliquer sous l'angle de la résistance. Puis l'inverse est également vrai. Donc, vous pouvez maigrir, vous pouvez perdre du poids. Maman qui a accouché va regagner sa taille. Donc, peu importe la raison, il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Hein, des diètes drastiques dangereuses, c'est pas une bonne raison de perdre du poids. Une maladie que vous perdez du poids, bien évidemment, c'est pas une bonne raison non plus. Mais d'un point de vue, que ce soit une bonne ou une mauvaise raison qu'on perd du poids, c'est toujours le même effet. Je perds du poids, j'ai moins de cellules. Si je diminue le nombre de cellules, j'ai moins de vaisseaux sanguins parce que là, je vais faire de la régression. J'ai plus besoin d'alimenter autant de cellules. Je vais enlever les vaisseaux qui ne me servent à rien. Et si je diminue le nombre de vaisseaux, on peut dire, ou la quantité de vaisseaux, que la longueur totale va diminuer. Et si j'ai moins de vaisseaux, c'est moins long à franchir comme parcours. J'ai moins de friction, moins de résistance. Le sang va s'écouler plus facilement. C'est moins difficile. Quand la résistance diminue, normalement, c'est moins difficile pour le cœur, évidemment, parce qu'il n'y a pas besoin de se contracter aussi fort pour combattre la résistance. C'est ça qu'il faut voir. La résistance, c'est un facteur qu'il faut combattre pour faciliter, pour permettre la circulation sanguine. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. On a vu la longueur des vaisseaux. Et maintenant, le dernier paramètre, c'est le diamètre des vaisseaux que j'ai déjà expliqué. Donc, je l'ai montré dans une relation de pression. On va le voir dans une relation de résistance. À gauche, je suis en vasodilatation. À droite, vasoconstriction. Donc, quand j'augmente le diamètre, je fais une vasodilatation. Est-ce que vous pensez que le sang va frotter plus ou moins sur la paroi? Bien évidemment, j'ai plus d'espace. Donc, si j'ai plus d'espace, ça va diminuer la friction sur la paroi. Ça va frotter moins. Ça va diminuer la résistance. Donc, souvent, ça facilite la circulation sanguine. Mais si je fais une vasoconstriction, j'ai moins d'espace, ça frotte plus sur les parois, donc ça augmente la résistance, évidemment. Okay? Donc ça, il n'y a pas grand-chose à expliquer, là, ça va de soi. Donc, si vous comprenez ces trois facteurs-là, ben, on est parfait pour le concept de résistance. Maintenant, j'ai deux diapos résumés qui revisent pas mal tout ce qu'on a fait dans les capsules sur le cœur et les vaisseaux. Donc, je la trouve particulièrement importante. Hein? Parce que ça fait une espèce de lien. Souvent, vous étudiez de façon cloisonnée. Vous avez appris le cœur, puis les facteurs du débit cardiaque, puis du volume systolique qui affectent le cœur. Puis là, vous apprenez les vaisseaux. Puis là, vous ne faites pas de lien entre tout ça. Mais tout ça est interrelié, même si je les présente sous forme de capsules séparées. Donc, si je reviens, en fait, ce qui est en mauve est nouveau, est une révision, puis ce qui est en vert est nouveau. Donc, si je reviens à cette diapo ici, résumé du cœur. Hein? On avait vu, entre autres choses, que si j'augmente le retour veineux, mais j'ai plus de sang qui revient au cœur, la pression augmente, donc il y en a plus qui va sortir. Hein? Plus de sang qui rentre, plus qui sort. Donc, éventuellement, il manque des liens ici, mais éventuellement, ça augmente le volume systolique. Et si j'augmente le VS, selon la formule, bien évidemment, j'augmente le VS ici, ça contribue à augmenter le débit cardiaque. Donc ça, vous savez ça. Maintenant, si j'augmente la fréquence cardiaque, une réponse nerveuse, exemple, vous faites un sport, je stimule par le nerf cardiaque les influx nerveux qui stimulent la force de contraction du cœur et le nombre de battements minutes. Mais normalement, si j'augmente la fréquence, ça augmente le débit. Puis en plus, je vais probablement, dans un cas d'exercice, exemple, augmenter la force de contraction.
Donc, ça va augmenter aussi le volume systolique. Donc, j'augmente le débit ici. Maintenant, ça, vous le saviez. Ce qu'on ajoute, c'est si j'augmente le débit cardiaque, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça augmente ou ça baisse le volume de sang? Bien évidemment, le débit cardiaque ou systémique, j'ai plus de sang qui sort, ça circule plus vite avec un plus grand volume. Bien, ça va augmenter la quantité de sang qui va circuler. Et là, on a vu que le volume sanguin, c'est un des deux paramètres qui va augmenter la pression artérielle. Et le lien qu'on voit ici, très important à faire, si j'augmente le débit cardiaque, ça augmente la pression artérielle. Donc, indirectement, en augmentant le retour veineux, ça augmente la pression artérielle si je fais un raccourci. Vous injectez une solution intraveineuse chez votre patient, vous n'en rendez pas compte, mais vous augmentez sa pression artérielle. Si elle était faible, tant mieux, mais c'est à tenir en compte. Par exemple, si le patient est en hypertension, puis il a 200 de pression, puis ce n'est pas contrôlé, puis vous rajoutez 1 litre de solution, bien, c'est clair que vous augmentez sa pression artérielle. Il va falloir contrebalancer avec d'autres médicaments ou un diurétique ou peu importe, mais c'est sûr que vous contribuez à augmenter la pression aussitôt que vous injectez un liquide. Puis s'ils viennent boire, puis de manger, sa pression est généralement plus forte, puis vous ajoutez en même temps un soluté, bien là, vous contribuez encore plus. Des fois, c'est ce qu'on veut faire, mais des fois, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, il faut faire attention. Fait que oui, augmenter le retour veineux, ça augmente la pression artérielle, mais je vous demande quand même d'être capable de le justifier avec toutes les étapes que j'ai fait. Donc, plus de liquide, plus de volume systolique, donc précharge augmentée, puis tout ce qu'on a vu. Volume systolique important, augmente le débit, puis si le débit augmente, plus grand volume, donc plus grande pression. Okay? Donc, ça, c'est la logique. Si on se concentre plus sur le cours d'aujourd'hui, c'est interrelié. On a vu que la résistance, ça va s'opposer, OK? Donc, ça s'oppose au déplacement sanguin. Qu'est-ce qui peut augmenter la résistance? Bien, je peux faire une vasoconstriction. Donc, si je diminue le diamètre, ça augmente la résistance. Si le sang est plus visqueux, ce qu'on a discuté également, bien, le sang circule moins bien. Donc, si le sang est plus visqueux, il circule moins bien, il a tendance à frotter plus, à rester plus longtemps que nécessaire dans la section du vaisseau ici. Donc, ça va augmenter également la pression. Et si j'ai plus long de vaisseau, ça augmente la résistance aussi. Et ça, c'est un lien que je n'ai pas beaucoup parlé et je veux que vous le fassiez. C'est un lien directement proportionnel. Quand j'augmente la résistance, automatiquement, ça augmente la pression artérielle. Comment expliquer ça? Je vais vous l'expliquer pour que ce soit plus facile à retenir, mais généralement, connaissez juste ce lien-là, c'est suffisant pour moi. À chaque fois qu'il va arriver une situation médicale ou d'examen ou peu importe, que vous voyez que la résistance augmente, ça augmente la pression. Mais évidemment, je suis en vasoconstriction, la résistance est plus forte. Puis je vous ai déjà dit que j'ai moins d'espace, fait que ça pousse plus fort sur la paroi. Donc évidemment, ça augmente la pression. Si le sang est plus visqueux, il circule moins bien. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va circuler moins vite, fait qu'il va traîner plus longtemps dans les vaisseaux sanguins. S'il traîne plus longtemps, il pousse plus fort. S'il pousse plus fort, évidemment, la pression peut être un peu plus forte. Okay? Donc, ça va augmenter la résistance, la friction, puis ça pousse plus fort en même temps. La longueur, même chose. Plus qu'il est long, plus que ça frotte. Plus que ça frotte, plus que de résistance, plus ça ralentit la circulation. Donc, ça va avoir un impact également sur la pression artérielle. Donc, généralement, quand on augmente la pression, quand on augmente la résistance, ça augmente la pression. Vous avez la relation inverse, je passe plus vite, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc, toutes les situations qui feront qu'on a un moins grand retour veineux, diminue le volume systolique. Diminue le volume systolique, diminue le débit, donc moins de sang, diminue la pression artérielle. Moins de fréquence cardiaque, si, exemple, on diminue, débit diminue, exemple. Donc, évidemment, moins de sang qui va circuler, pression plus faible. Si vous faites une vasodilatation, que le sang est plus clair, moins visqueux, exemple, moins de globules rouges, ou si vous maigrissez, vous avez moins de vaisseaux sanguins, tout ça contribue, comme on l'a dit tantôt, à diminuer la résistance. Donc, dans ce cas-ci, ça diminue la pression artérielle. C'est directement proportionnel. Moins qu'il y a de résistance, moins qu'il y a de pression. Puis, comme je disais tantôt, s'il y a plus de résistance, plus qu'il y a de pression. Donc, ça, c'est très important d'être capable d'être à l'aise avec ces réflexions-là. Maintenant, je devance une question aussi. Des fois, c'est difficile pour vous de résoudre dans la vraie vie parce qu'on a des facteurs qui vont se contredire. J'ai un facteur qui augmente le débit. Le sang circule plus vite. Si le sang circule plus vite, devrait augmenter la pression artérielle.
Puis en même temps, je peux avoir de l'autre côté ici des facteurs qui vont affecter la résistance, puis qui va faire en sorte qu'on va diminuer la pression artérielle. Exemple, si je diminue la viscosité, je diminue la pression artérielle, puis si je diminue la pression artérielle, ben ça va. Mais il y a des gens qui vont dire, ouais, mais si le sang est moins visqueux, il circule plus vite, puis là, ça augmente le débit. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus. Là. Les deux sont bons, puis là, c'est là que ça vous mélange à l'examen. Dans la vraie vie, c'est ça la vraie vie. Mon cours, c'est simplifié, mais dans la vraie vie, c'est ça. Et la seule réponse plate que je peux vous donner, c'est que le plus fort l'emporte. Ça dépend, c'est du cas par cas, à quel point il est plus visqueux ou moins visqueux. Est-ce que c'est une destruction systématique des globules rouges ou c'est une déshydratation? Quel type de déshydratation? L'état général du patient? Quel type de maladie qu'il y avait en plus ou d'état? Et tout ça, il y a plein de facteurs. Le débit cardiaque augmente beaucoup ou pas beaucoup. Donc, tout ça va faire en sorte qu'on va jouer. Est-ce que le patient est en hyperglycémie? Y a-t-il des débalancements osmotiques? Ça, c'est la vraie vie, là. Hein? Quelqu'un qui est diabétique non contrôlé, qui est en hyperglycémie, donc un débalancement d'osmose, donc l'eau se déplace par osmose, problème de diffusion de glucose, donc ça, c'est un autre facteur. Il est en surpoids, il a eu une crise cardiaque, puis il a fumé toute sa vie, donc les poumons fonctionnent moins bien. Tout ça, là, on a plein de paramètres qui vont dans un sens et dans l'autre. C'est pour ça que c'est difficile. Et le plus fort va l'emporter, puis il va expliquer un symptôme X, puis là, l'autre patient va avoir un symptôme Y parce que c'est l'autre facteur qui va être plus important. Alors, ça va être du cas par cas. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va être bien plus ça, votre vie. Fait que ça va être... le domaine médical, c'est plus compliqué, évidemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je n'irai jamais là dans le cours. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que vous en prendre une base simplifiée pour que vous soyez à l'aise avec la base, puis après, ben, faire des relations plus complexes dans le cadre de votre travail quand vous avez fini votre deck. Donc, on s'entend, pour l'examen, je ne fais pas varier un ensemble de facteurs. Je ferai contradictoire. Ça va toujours aller dans un sens. Okay? Je ne ferai pas une situation réelle. Même si je fais des mises en situation réelle, ça va toujours être un paramètre à la fois. Puis si j'en prends plusieurs paramètres, ils vont aller dans le même sens. Donc, je ne ferai pas des contradictions qu'il y en a un qui va augmenter la pression, puis l'autre à baisser la pression. Puis si jamais ça vous arrivait, ben, vous devriez justifier votre réponse en disant ben, les deux sont possibles, tu as telle raison, mais je ne le fais pas en examen. Donc si ça vous arrive, probablement c'est que vous avez compris le problème à l'envers ou que vous faites une erreur. Okay? On s'entend là-dessus, je vais toujours vous évaluer, même si ça vous paraît compliqué, les examens, je comprends ça, puis je respecte ça, mais c'est toujours simplifié par rapport à la vraie vie. Et que je fasse varier un facteur ou plusieurs, ça va dans un sens. Okay? Je ne vous donnerai pas des réponses paradoxales, justement, parce que pédagogiquement, ça n'a pas de sens de faire ça.